Je regarde un peu sa vie en général, je cerne un peu sa personnalité, donc je vois ses fragilités, je vois ses qualités aussi, donc je lui dis. Je fais un bilan, je regarde un peu partout, professionnel, la santé, financier, sa vie sentimentale, je fais un bilan sur tout. Ensuite, je demande un autre tirage, où là, on regarde un peu plus loin, donc sur l'avenir. Et lorsqu'on regarde sur l'avenir, en même temps, je positionne, je parle du passé aussi, si j'ai des ressentis qui m'arrivent, on va dire. Et seulement après tout ça, donc l'heure où la cliente me pose ses questions et on développe tous les domaines qui leur paraissent importants ou qu'on peut voir même, qui ont paru à travers la voyance le plus important, quoi. Donc, mais c'est seulement après ça. J'essaye dans un maximum, j'essaye d'en savoir le minimum possible. Donc lorsque quelquefois il y a des clients qui aiment bien, qui arrivent, qui essayent de vouloir parler, j'essaye de leur dire je vais d'abord regarder et ensuite vous parlerez, vous aurez le temps de poser des questions, de me dire tout ça, mais j'essaye de rester le plus objectif, c'est-à-dire la plus lointaine de la vie du client ou de la cliente, pour justement ne pas rentrer là-dedans. Donc vous n'avez pas besoin de l'entendre tellement parler en fait? Non, seulement après. Parce que notre amie la Théor, elle disait que ça l'aidait, les vibrations. Je leur dis, alors au téléphone c'est différent. Au cabinet, voilà, au cabinet c'est eux qui font un tirage déjà dans un premier temps. Après, sur les tirages, en ce qui concerne leur vie et leur vie future, c'est eux qui font le tirage. Après, tout ce qui concerne sur développement, les questions, moi où je vais aller approfondir, c'est moi qui vais faire le tirage aussi. Après, c'est comme moi je le ressens, je veux dire. Mais le client ou la cliente va parler après, elle va pouvoir me poser les questions qu'elle veut. Mais dans un premier temps, j'essaye de vraiment de prendre... De ne rien entendre. Alors la seule chose que je leur demande, c'est, voilà, si je vois ça et ça et ça, je leur dis, est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que ça vous correspond? Bon, ils me disent oui ou non. Si c'est non, ben, on voit différemment. Mais j'essaie dans un premier temps. C'est d'ailleurs toujours la première consultation qui me plaît. Bon, alors c'est vrai qu'après, une fois, comme vous disiez tout à l'heure, une fois que la consultation est terminée, je suis incapable de dire, bon, je me souviens en gros, mais voilà. Mais après, je dis toujours à ma clientèle, vous me dites que vous êtes venu me voir en cabinet ou que vous m'avez déjà appelé. Et puis, je dis, moi, je ne me souviens plus après des consultations que je fais. Voilà. Donc, si vous voulez avoir un renseignement, vous me rappelez, mais vous me dites, je suis déjà passée parce que je prends juste le prénom et la date de naissance. Donc, s'il y a 50 Patricia, je suis incapable de me dire je suis brune, je suis venue avant-hier. Je dis oui, c'est bien. Oui, voilà. Alors après, c'est vrai qu'au fil de la consultation, quand je me remets dedans, j'ai des éléments qui me reviennent. Ou quelquefois, il y a des voix aussi, moi, qui me parlent. C'est-à-dire les voix, j'ai des personnes qui peuvent ne pas m'appeler pendant 5-6 ans. Si elle m'appelle, je sais que c'est elle. Et quelque part, mais c'est pas tout le monde. C'est, voilà, je sais pas comment je peux faire. Comme ça. D'accord, alors on a quelques questions à vous poser. Donc, donc vous pensez qu'il y a des consultations qui marchent mieux que d'autres, enfin je pense, qui sont... Ah oui, il y a des fois que ça passe pas du tout. C'est déjà arrivé, moi c'est déjà arrivé que 2 clientes qui s'assoient et une, c'était mal démarré, était arrivée en retard et tout. Je dis bon, ça va pas, c'est pas la peine que moi je perde mon temps, qu'elle a perdu son argent, donc c'est pas la peine, je raccompagne, je dis ça va pas la peine, je passe pas. C'est rare, c'est vrai, je n'aime pas trop ce genre de situation, mais ça arrive. C'est arrivé 2 ou 3 fois où effectivement je dis non, c'est pas la peine, je pourrais pas moi, et moi si c'est pour avoir quelqu'un en face de moi qui me bloque, c'est pas la peine.
Je veux dire, vous avez des personnes qui viennent pour... voilà, on est aussi avec ces côtés télévision où on casse beaucoup, je dirais, quelque part, le peu d'émissions qu'il y a sur les voyants. Et vous avez des clients comme ça qui sont... qui viennent tester, quoi, tester, qui viennent jouer, qui sont pas vraiment dans l'attente, en fin de compte, de leur... Ils sont en train de vous tester pour voir... alors, vous avez un prénom, oui, vous n'avez pas de prénom, comment ça se fait? Moi, non, ma consultation, c'est moi qui la gère. Si la personne veut gérer la consultation, elle se met voyante, elle se débrouille, voilà, mais non, ça, je veux pas. Et je veux pas rentrer non plus dans du faux pour faire plaisir. Si je vois pas, je vois pas. J'entends pas, j'entends pas. Alors donc justement, vous mettez, quand vous voyez, quels sont vos informateurs, si on peut dire? Quelles sont les forces qui vous informent, qui vous parlent? Ce sont des ressentis, moi, que j'ai. C'est-à-dire, lorsque je démarre la consultation, sont des... Je sais pas comment vous dire, ce sont des ressentis. Voilà. Vous allez il va m'arriver de dire, de prononcer des... à travers, parce que je suis pas en plus... je vous ai dit, je suis un signe de terre, je suis bien... Je veux pas passer pour une huluberlue. Déjà qu'on est dans un monde quand même où on passe pour des huluberlus, parce qu'on le veuille ou pas, hein, je veux dire. Mais ouais, il m'est arrivé de dire des phrases que la personne avait déjà entendues, qu'on lui avait dit texteux dans les mêmes... voilà, c'est... Donc là, ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le client qui me dit. Mais c'est exactement ce qu'il m'a dit mot pour mot, quoi, voilà. Mais je suis à travers ma consultation, c'est un ressenti, je peux pas... Et j'ai mes tarots aussi qui me quittent. Donc c'est quelque chose que vous avez depuis toujours. D'ailleurs, c'est une question que je vais poser à Etéor. C'est quand est-ce qu'elle a... Oui, donc c'est depuis toujours que vous savez que vous avez ça j'ai des photos que je suis avec mon père, je crois que... Ouais, je crois que c'est tout le temps. Je fais pas alors, parce que quelquefois la voyance est synonyme de malheur, de choses comme ça. J'ai jamais été malheureuse, je suis fille unique, j'ai eu tout l'amour qui a pu être permis. Je suis dans une famille de non-croyants, donc je peux vous dire que c'est pas évident de faire sa place à travers là-dedans. Puis je suis mariée, mon mari ne croit pas spécialement à la voyance, il y croit par obligation parce que, bah oui, il voit la clientèle, il voit ça rappelle, voilà, mais autrement il n'est pas forcément là-dedans. Mes filles sont là-dedans, ont ce don de médiumnité. Oui. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc je suis pas... C'est-à-dire que, pour moi personnellement, je peux pas dévier comme ça. C'est-à-dire je peux pas rentrer dans quelque chose qui colle pas, parce que j'ai toujours un entourage, parce que moi, l'entourage familial est très important en plus. L'entourage familial qui va me revenir, me donner, me ramener sur une réalité. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, voilà. Mais en même temps, j'ai quand même la famille qui vont me demander, lorsqu'il y a des choses importantes, de regarder, de voir, de leur dire. Lorsque quelqu'un est malade, voilà, c'est où j'appelle, au principe, quand j'appelle toujours. Je ne suis pas au courant, mais j'appelle, je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Et vous êtes aussi capable de guérir, vous aviez dit tout à l'heure. Oui, je fais du magnétisme. Je stoppe les brûlures, mais il faut qu'elles soient tout de suite, immédiates. C'est-à-dire que j'impose les mains. Donc la personne m'a dit que ça brûlait une deuxième fois, comme si que je brûlais une deuxième fois. Ensuite, il n'y a pas de cloque, il n'y a pas de rougeur, il y a juste la personne peine. Alors que c'est des brûlures, le zona aussi, les douleurs dorsales, tout ce qui est... Voilà. Et quel est le rapport, à votre avis, entre les deux choses, entre la voyance et... Je peux pas vous dire. Il y a un point commun? Les énergies, c'est... Je ne peux pas vous dire du tout, je sais pas. C'est des fluides qui... Quelque chose qui passe, je sais pas. Alors, la seule chose que je peux vous dire, et que je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous, il y a une énorme sensibilité, c'est-à-dire que moi je sais que je suis une véritable éponge.
C'est-à-dire, j'absorbe tout. Par contre, lorsque je suis dans mes consultations, je déconnecte, ma vie n'existe plus. C'est-à-dire que moi, je peux être sous des problèmes. Lorsque je suis dans la consultation avec une cliente, ma vie n'existe pas. Elle revient après. Elle revient après. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes guidé par quelqu'un, par des forces, par des entités? Je pense que je suis protégée déjà. Je pense, en plus on me l'a déjà dit, donc faut croire. Ouais, protégée. Protégée. C'est quelque chose que vous avez... Alors comment ça... Vous pouvez nous expliquer comment les connaissances vous viennent, comment vous avez... Ça n'a pas été évident, je dis, puisque bon, à travers l'environnement familial... C'était pas forcément, je suis la seule un peu comme ça, enfin non, ça vient de mon père. Mais mon père n'exerçait pas. Mon père, en rigolant, il disait toujours, tu dois être voyant, parce qu'il était chauffeur routier et il faisait l'international. Et mon père savait où j'étais quand il n'était pas là. Je peux vous dire, c'est pas rigolo, parce que quand on fait la bleue, on sait que quelque part. Mais voilà, mais il n'exerçait pas ce métier. Peut-être qu'il aurait dû l'exercer, peut-être que ça l'aurait aidé à un moment. Mais dans tous les cas, il n'a jamais exercé. On avait un jeu avec mon père, entre guillemets, on peut dire un jeu, ça rien, c'était un jeu. C'était, on se voyait très peu souvent, mais on avait ce jeu, on se fixait les yeux dans les yeux. Mais toute petite, moi, j'étais comme ça. Pour vous dire pourquoi, j'en sais rien. On se fixait les yeux dans les yeux. Il ne fallait pas que les yeux bougent, c'est-à-dire même la pupille, rien. Il ne fallait pas que ça bouge. C'est bien qu'on rentrait dans une forme de transe. Ça faisait un brouillard, un brouillard. Et après, on était un peu comme... déconnecté pour pas que les yeux bougent, pour que ça reste bien fixe, il faut être déconnecté, il faut que l'esprit il est ailleurs, il est dans l'autre. Et ça, moi j'ai pris conscience de ça, mais beaucoup plus tard, parce que moi ces jeux j'aimais bien, en plus c'était celui qui tenait le plus longtemps, donc on tenait quand même pas mal de temps. C'est pas commun, c'est pas commun du tout, enfin il m'a pas appris que ces jeux-là, je vous rassure, mais c'est seulement après que moi quand j'ai commencé à exercer et quand je me suis commencé à me pencher sur la boule de cristal, que j'ai commencé à dire qu'il fallait que je me déconnecte, c'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un au téléphone, il y a l'esprit qui se déconnecte complètement. Et ça, moi je pense que les exercices que j'ai faits étant jeune, m'aide énormément, c'est-à-dire que j'arrive à me déconnecter et je suis dans mon truc à moi. Donc ça, c'est ce qui m'appartient. Maintenant, voilà, je ne sais pas vous dire le pourquoi de la chose. Et à un moment donné, vous êtes dit, je vais en faire ma profession. En fait. Je suis pas arrivée, ça n'a pas été si simple que ça, non. Bon, j'avais des ressentis, je savais que mon cousin, j'étais jeune, j'avais 12-14 ans, lui, il partait, on était en week-end, bord de Loire, et il partait avec des amis, et il partait faire la fête. Et je dis, il va y avoir quelque chose de grave. Et dans la nuit, on a été réveillés, effectivement, il y avait eu un accident grave. Mais ce sont des choses comme ça qui me sont arrivées, mais c'est pas pour autant que je me suis dit, oh, je suis voyante, j'ai un don d'extra. Je n'étais pas du tout là-dedans, quoi. Parcours m'a emmené professionnellement dans les bureaux, après les enfants, après j'ai gardé les enfants de la DAS qui, je pense, là, j'avais ce besoin de donner. J'avais 3 filles, j'ai gardé 3 enfants, ça faisait 6 enfants à la maison, des enfants que j'avais tous les jours, nuit et jour, qui ne partaient pas en vacances, c'était des cas lourds, donc des enfants autistes, psychotiques, j'avais besoin de donner énormément. Et puis, donc j'avais ce choix-là à cette époque. J'avais mes amis qui me disaient, mais tu devrais t'installer. Je ne me sentais pas prête, moi. Je ne me sentais pas... Pour aider quelqu'un, il faut se sentir prête. Je ne peux pas me permettre... voilà, donc il m'a fallu l'autre parcours. Et puis après, je me suis mise dedans. Mais je faisais toujours de la voyance pour ma famille, pour les amis, pour l'environnement, tout le temps. Toujours baignée dedans.
sans m'en rendre compte en réalité. Voilà, je pense qu'on s'en rend pas compte. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Je vais juste vous montrer une photo, et c'est marrant parce que des fois, je me dis, waouh, je suis juste... Et vous êtes où là? Vous êtes à... La petite, voilà, la petite blonde. Et quand on regarde les yeux de mon père et qu'on me regarde moi, je suis pas... et je suis pas... des fois, je dis, je dois fabuler, je dois raconter des trucs, mais... il y a, je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas quoi, j'en sais rien, mais voilà. Quand on regarde l'expression du visage, j'étais petite, je pourrais rire, j'aurais pu rire, toujours ce côté sérieux, ce côté toujours en train d'analyser sans analyser en fin de compte. Je sais pas comment dire. Ça fait partie de moi, voilà. Tout simplement. Donc, vous pensez que les gens qui viennent vous consulter, ce sont a priori des gens qui n'ont pas ces dons-là, en fait. C'est là, et puis mon papa. Les gens qui viennent vous consulter, par définition, ce sont des personnes qui n'ont pas ces dispositions. Non, il y a... Qu'est-ce qui leur manque à ces gens qui viennent vous voir? Qu'est-ce qui leur manque? Mais ils ont besoin de savoir, hein, je pense. Mais pourquoi est-ce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas Parce que quelquefois, moi je sais que aussi, avant de me mettre en cabinet, j'ai eu besoin de confirmation d'autres voyants que j'ai été consulter moi-même. Et quelquefois, j'allais pas pour tester les voyants, j'allais pour demander. J'avais besoin de savoir si c'était pas moi qui fabulais, si j'avais vraiment ce don de voyance, si vraiment je pouvais amener quelque chose à quelqu'un d'autre. J'avais besoin de savoir. Et j'avais besoin de savoir où, un peu plus loin de visualiser. Et j'allais voir certains voyants et j'avais pas mes réponses. Ben oui. J'avais pas mes réponses. Alors, parce que vous avez des personnes qui sont médiums et qui travaillent simplement avec un flash, qui vont vous dire, traversez la rue, vous allez vous faire écraser, ou j'en sais rien, c'est un flash, voilà, qui vont marcher. Mais la personne qui vient, moi, quand j'allais, je m'en fichais de savoir si j'allais. C'était pas ça que je venais chercher. Je venais chercher des réponses à mes questions. C'est-à-dire, comprendre, est-ce que vraiment j'étais... Voilà, et j'avais besoin de ça. Et après, quand je me suis mis en tant que professionnelle, j'ai repensé à ça. Je dis, si je me mets en tant que professionnelle, il faut que j'apporte des réponses aux questions des personnes. Je peux pas être dans mon truc à moi, dans mon trip à moi, et que la personne, elle ressorte, elle dit, ouais, c'est bien, elle a communiqué avec mon ancêtre et tout, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Rien. C'est pas, voilà, moi c'est comme ça que je la ressens, la voyante. Il faut que je donne, enfin, ou que j'ai la sensation de donner, je peux me planter aussi, hein, parce que là, tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça que je conçois la voix. Vous donnez plus que d'autres personnes, en fait. Mais je n'ai pas fait ce métier-là pour moi. Oui, non, mais je veux dire, effectivement, mais apparemment, donc, oui, vous avez besoin de donner plus que la moyenne. Oui, j'existe comme ça. Et c'est peut-être votre besoin de donner qui vous force à trouver en vous des énergies et des forces. Toujours fonctionné comme ça, je pense. Même quand je travaillais dans les bureaux, on venait me voir pour me raconter leur vie. J'étais pas spécialement dans la voyance. Je sais pas, peut-être que ça fait partie de... Je peux pas vous dire. Ça, c'est mystère. Vous n'avez pas identifié les forces que vous utilisez, en fait. J'ai quelqu'un, j'ai sûrement des guides, je suis protégée, ça c'est sûr. Ça c'est clair, c'est même pas, ça provient même pas de moi, je veux dire quelque chose. Est-ce que la voyance est une forme de protection? Non. C'est encore autre chose. On pourrait dire j'ai reçu le don de voyance parce qu'avoir la voyance c'est quand même une chose qui vous prévient, qui vous protège. Non. Non. Moi, pour moi, si j'ai reçu ce don, c'est pour aider les autres. C'est pas par rapport à moi. Moi là-dedans, je suis pas là-dedans. Par rapport à moi-même. Je veux dire, moi, j'ai protégé. Vous avez dit que vous êtes protégé. Donc c'est vous qui êtes protégé. Oui, je suis. Ouais, mais par rapport à mes consultations, je veux dire que je me donne, je me protège pas là à ce moment-là.
Mais vous-même, vous avez quand même... La voyance, ça ne vous sert pas pour vous? Ça ne vous sert pas à vous, personnellement? Difficile de cerner la voyance. Oui, c'est ça, parce que c'est la question que je posais. Si, parce que des fois, c'est même difficile. Moi, je me souviens d'une année, voilà, on était en train de... on était acheté là, mais on n'était même pas là. On était en train de visiter les maisons. Donc, un événement joyeux, logiquement, puisque c'était notre choix, c'était pas une obligation, on allait visiter des maisons. Et on était avec la dame de l'agence immobilière, et là, bon, il n'y avait pas lieu de pleurer du tout. Et lorsque l'on est rentré, je suis allée aux toilettes, et il y a eu un coup de téléphone, et quelqu'un qui m'était très 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 cher était décédé. Ça n'avait rien à voir avec la maison. L'après-midi, ça n'avait rien à voir avec la maison. C'était un ressenti que j'ai eu. Elle s'est fait renverser par une voiture, donc l'après-midi, à ce moment-là. Et voilà, par contre, j'étais dans la capacité de dire qui, quoi. Avant, je voyais que à travers l'environnement familial, il allait y avoir un décès. Mais j'étais incapable de dire, d'ailleurs, même à ce moment-là, je pense que je m'en suis voulu, parce que je me suis dit, j'aurais dû peut-être approfondir, essayer d'aller voir plus loin, parce que peut-être j'aurais fait quelque chose, justement. Peut-être j'aurais pu lui éviter. Mais au final, qui dit, on n'en sait rien. Et je pouvais pas, j'arrivais pas à maîtriser, de savoir qui c'était réellement. J'avais des idées, mais qui étaient complètement ailleurs, je veux dire. En fait, vous saviez simplement qu'il y avait quelque chose de désagréable. Je savais qu'il allait y avoir un malheur dans la famille, ça je le savais. Ah, dans la famille quand même, vous saviez que c'était ça ou ça? Je savais que dans la famille, il allait y avoir un décès. Ah oui, d'accord. Ça je le sais, ça quand moi, chaque fois, s'il y a quelque chose de mal qui arrive ou quelqu'un qui va être malade, je ne vais pas savoir qui, mais je sais que dans mon environnement familial, il va y avoir une merde. Je sais. Et en positif aussi, vous savez parfois? Le positif, moi, je le ressens un peu pour moi, enfin, voilà. Oui, du positif, on le ressent. Je suis pas une nature... Je suis pas une nature inquiète. Par exemple, quelque chose quelque chose assez... semble aller mal, et en fin de compte, vous avez un message qui vous dit finalement, ça ne sera pas si mal que ça, ou ça se passera pas. Oui, mais il y a des fois, voilà, oui, effectivement, il y a des fois où la situation n'est pas toujours claire et que je m'en fais pas et que je me dis, ouais, bah, c'est bizarre, je m'en fais pas, tiens, là, je m'en fais pas, pourquoi, mais voilà, mais pourquoi, j'en sais rien, voilà. Mais c'est vrai, je suis pas une nature à me biler. Enfin, disons, si je prends les événements quand ils sont là, si c'est grave, c'est voilà, je le gère, hein, mais je suis pas à anticiper les malheurs. À imaginer le pire. C'est voilà, non, c'est bon. Prends déjà le chaud. Donc, donc on a dit tout à l'heure que vos clients, il y en a certains qui sont accrochés, c'est ça? Qui sont accros, qui sont... Non, mes clients au cabinet, ils savent tout, je leur dis tout, c'est-à-dire je ne veux pas les voir 2 fois dans la semaine, il n'est pas question. Ils savent que la voyance, il faut laisser faire les choses. Je leur dis, vous pouvez me recontacter par téléphone si vous avez oublié une question ou qu'est-ce, voilà. Il y en a certains qui ont besoin d'être rassurés, mais il n'y a pas de dépendance. C'est-à-dire que j'ai des clients qui vont venir une fois tous les 3 mois, il y en a qui vont venir une fois tous les 6 mois, il y en a qui vont venir une fois tous les ans, il y en a qui vont venir une fois par mois, mais pas 2 fois dans la semaine. Pas au cabinet. Mais ça prouve bien que finalement, là, comme on disait tout à l'heure, ça prouve bien que les informations sont... ça vaut pour un moment donné, et puis après, il faut... Une fois, quelqu'un qu'on a aidé pendant un certain temps, après, il est démuni, il faut encore l'aider à nouveau. Non, mais la personne... on n'a pas besoin de faire d'assistanat dans la vie, je veux dire, quelque part. Vous pouvez traverser un moment de votre vie où vous allez avoir des doutes et que vous aurez besoin de savoir comment faire à ce moment-là. C'est vrai que moi, il y a des personnes qui me disent, moi, je préfère venir voir une voyante qu'un psychologue, parce que, en même temps, en étant dans la voyance, un psychologue va faire parler, c'est-à-dire il va falloir creuser, il va falloir le faire parler à la personne. En étant dans la voyance, on arrive à cibler sur une fragilité. On est dedans. C'est-à-dire que, comme vous disiez,
on fait mal, on va aller sur le sujet qui fait mal. La personne va pleurer, effectivement, parce que quelque part, elle a besoin de se dégager de ça. Mais après, elle arrive à se libérer, c'est-à-dire à parler, chose qu'elle n'arrivera pas à faire avec un psychologue, enfin, ou dans tous les cas, ce serait beaucoup peut-être plus long. Je sais pas, il y en a certains, voilà, certains qui me disent. Mais maintenant, c'est pas la majorité non plus, je veux dire. Et il y a des personnes qui ont juste besoin d'être aidées et après c'est terminé. Une fois que tout va bien, ils n'ont plus besoin de nous. Moi je sais que les personnes qui vont bien n'ont pas besoin de moi et quand ça va bien, ils me font venir par personne interposée. Mais un tel est venu, elle va bien, tout va bien, voilà, tout cool. On pourrait imaginer qu'il y a... Pourquoi est-ce que tout... Vous pensez qu'après elle n'a pas besoin... On pourrait imaginer effectivement... Mais dans la vie, tout n'est pas noir. Et heureusement d'ailleurs, parce que on traverse, il y a peut-être des cycles où il y a une période où tout est noir, tout se bouscule, ou qu'effectivement on a eu une période où on a accumulé des échecs et que la personne ne comprend pas et qu'elle a besoin qu'on dénoue ça. Et puis derrière, après, c'est bon, ça roule. Je veux dire, donc il y a des personnes, après, ils n'ont plus besoin, je sais pas, c'est la majorité. Tout dépend ce qu'on entend dans le mot voyance. Le problème, moi, si oui. c'est pour dire, voilà, est-ce qu'il va m'appeler demain et à quelle heure? Et est-ce que c'est moi qui dois l'appeler ou est-ce que c'est lui qui va m'appeler? Moi, ça, pour moi, c'est pas de la voyance. Alors, je sais pas maintenant, moi, pour moi, ça, c'est pas de la voyance. Et puis, ça me plaît pas en plus. Mais alors, c'est assez curieux ce que vous dites, parce que plus besoin... il y a deux problèmes. Par exemple, si ce sont des choses qui vont arriver à la personne... c'est pas que ça correspond et qu'elle ne sait pas que ces choses vont arriver. Oui. Donc effectivement, on peut toujours imaginer qu'à tout moment, il peut nous arriver quelque chose qu'on n'a pas prévu. Donc c'est pas une question d'avoir besoin. Face à l'inconnu, on a toujours besoin. Alors, les clients qui viennent consulter, elles ont déjà un problème majeur. Donc ça va être soit un problème d'ordre professionnel ou un problème sentimental. Mais quand elles viennent me voir, moi je fais tout, je regarde tout un peu en gros dans leur vie. Maintenant, si elles viennent me voir pour ce côté professionnel et que je leur dis attention, allez, faites-vous suivre gynécologiquement, il y en a besoin, je vois rien de grave parce que je rassure toujours les personnes, mais il y a besoin d'un suivi gynécologique ou que je leur dis attention, je vois une grossesse qui m'apparaît quand même assez inattendue. Ces personnes-là mettent ça dans un coin de la tête, mais c'est pas, elles sont pas venues me consulter pour ça. Ah oui. À ce moment-là, elles me disent, je vois pas pourquoi je vais tomber enceinte, je prends mes précautions, il y a rien qui peut m'arriver. Gynéco, je le vois régulièrement, les résultats, tout est bon, il n'y a aucun souci. Donc, on continue sur ce qui est fait. Mais après, moi, quand on me rappelle et qu'on me dit, Daniela, eh ben, écoutez, effectivement, je suis tombée enceinte, ou qu'on me dit, bah, heureusement que vous m'avez dit d'aller consulter régulièrement un gynéco parce qu'à la finale, on m'a trouvé un petit truc et que là, on teste, mais c'est bénin. Voilà, j'ai la satisfaction de ça. Oui, donc il y a deux problèmes différents. Il y a le fait que la personne passe par une période où elle s'inquiète face à des problèmes qui se sont produits, et puis elle s'inquiète peut-être pas sur des choses qui ne sont pas encore là. Oui, mais ça fait partie de la voyance. Oui, mais alors là, à ce moment-là, les choses qui ne sont pas encore là, elle peut à chaque instant se poser la question de savoir qu'est-ce qui va m'attendre demain. Ben oui, mais justement, donc moi, elle peut, la donc voyance, c'est comme... Enfin, je donc sais pas elle peut si être en constante, elle peut être constamment en train de s'interroger. Ah oui. Donc c'est pas... donc, mais la vie est une éternelle... Non, mais vous disiez qu'effectivement, les gens ne s'inquiètent qu'à certains moments où ils ne sont pas tout le temps en crise, mais ils peuvent toujours se demander qu'est-ce qui va leur arriver. Oui. Donc ça peut ne jamais s'arrêter. Enfin, mais c'est pas pour autant qu'ils ont besoin tout le temps d'un voyant ou d'une voyante. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? Non, il y a juste un truc qui me vient quand même. Bon, il y a tous les cas possibles, mais enfin, pour rebondir peut-être avec ce que j'essaie de dire, la majorité des gens qui vont consulter, c'est parce qu'en général, dans le présent, ils ont une problématique, et c'est pour cela qu'ils s'interrogent sur un avenir qui n'est pas encore là. Donc c'est pour ça que ça invalide globalement ce que vous dites. Maintenant, il y a des personnes qui, même quand tout va bien dans leur vie, ils veulent tout le temps savoir ce qui va se passer. Ça existe. Mais globalement,
quand on va consulter, c'est par rapport à quelque chose d'existant. Si c'est pas problématique, en tout cas, c'est que s'il y a souci, ça peut être des doutes, c'est pas nécessairement dramatique. Donc on va pas en général consulter, voilà, même si moi je dis souvent aux gens, n'allez pas consulter en attendant d'être ramassé à la petite cuillère, bah oui, comme un psy pourrait le dire d'ailleurs, mais en même temps, la majorité des gens vont pas consulter, je sais pas, moi en général, hein, l'année où ils viennent de gagner 1 million d'euros au loto, ils vont se marier. Et, mais imaginons, voilà, imaginons qu'une personne, en général, il lui soit arrivé un truc qu'elle n'avait absolument pas prévu, absolument pas anticipé. oui. Après, elle va se dire, mais alors, il peut m'arriver constamment des choses que je ne vois pas venir. Mais ça, moi, je crois que... Puisque déjà, au départ, elle n'avait pas vu venir, donc pourquoi ça continuerait pas à se produire? Oui, non mais ça, ce sont pour moi des effets de ricochet qui n'ont pas à voir directement avec le voyant. Si le voyant a une attitude où il rassure, où il a un contact humain, et où il fait bien comprendre où il est aussi, lui il a sa part à ce niveau-là. C'est-à-dire que ceux qui vont psychoter, comme vous avez des gens qui psychotent sur leur santé, hein, parce qu'ils ont des phobies, ça c'est presque une phobie de l'avenir, ce dont vous parlez, une phobie plus ou moins grosse. Bon, je pense c'est une que phobie qui est entretenue par le fait qu'effectivement, quelque chose d'important, oui, qui va arriver, eux, ils ne l'avaient pas vu venir. Mais ça, oui, non mais j'entends ce que vous dites. Mais en ça, plus, en se disant qu'en plus, ils auraient pu le savoir. Mais ça, si personne ne le sait, vous savez, c'est le problème de la norme. Mais c'est pas l'apanage essentiel du voyant, ça. En revanche, je pense que là, en admettant que cette personne avait vécu, parce que vous prenez cet argument-là, admettons que la personne vive cet événement imprévu, mais qu'elle n'ait pas vu auparavant, par exemple, Daniela. Elle le vit. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne pourra pas se dire autant que ça pourrait réarriver alors qu'elle ne l'avait pas prévu? Si elle joue bien son rôle, elle pourra peut-être aider la personne à se dire, bon, je ne l'avais pas prévu, mais elle me l'a annoncé, ça m'a aidé. Donc si elle le fait dans le bon sens du terme, elle sera peut-être moins dans la phobie de se dire, oh, il faut que j'aille consulter tous les ans parce qu'elle m'a annoncé un truc qui n'était pas prévu, oh là là, si ça me retombe dessus. C'est pas nécessairement comme ça que ça peut se faire, ça peut aider aussi. Moi, dans ma voyance, je suis pas là, et je ne veux pas faire peur, je suis pas là pour faire peur à la clientèle, et encore moins pour les mettre dans la dépendance. Mais s'ils viennent consulter un voyant ou une voyante, il faut bien quand même qu'on leur dise qu'on voit, ou autrement ils peuvent nous dire aussi, mais attendez, je suis venu vous consulter, vous m'avez même pas vu ça, oui, ça, et ils le disent sûrement. Ça, ils savent le dire. Hein. Donc, il faut, sans mettre une personne dans la dépendance, et encore moins dans la peur, c'est pas le but de mettre quelqu'un de tétanisé. Hein. Moi, je suis pas du tout à dire votre mari va décéder. Et alors là, la femme, elle vit comment pendant 10, 15, 20 ou toute sa vie, parce que le mari n'est jamais décédé. Vous imaginez un peu? Non, bah ça, je suis pas... Mais c'est il vrai, faut bien faire quelque chose, ils viennent voir un voyant. On peut annoncer les choses, je pense, de façon à droite. Moi, j'ai un exemple qui m'est venu quand j'étais adolescent. J'étais adolescent, j'avais 17 ans, et j'ai une amie qui est venue me voir, son père, enfin c'était une bonne copine de classe, et son père était atteint du cancer. Et elle ne savait pas, alors il savait qu'il était condamné, mais il ne savait pas pour combien de temps il en avait. Et elle avait un rapport pas évident avec son père, donc c'était quand même assez lourd. Elle est venue m'en parler, elle savait que je faisais un peu, comme on dit, des choses comme ça à notre âge, quand on est jeune. Et elle me dit, voilà, par rapport à parler à mon père, on ne sait pas si elle en a pour 1 an ou pour 5 ans. On sait que c'est pas opérable, qu'il ne pourra pas s'en sortir, sauf un truc imprévu, miracle. Voilà. Bon, alors, j'ai perçu que ça allait être rapide, disons quelques mois. Mais j'ai décidé, en âme et conscience, de lui mentir en lui disant, non pas en lui mentant, mais en lui disant, écoute, parce que c'était important pour elle émotionnellement pour se rapprocher de son père, parce qu'elle avait un rapport distant avec son père, et elle ne voulait pas perdre son père comme ça. Je sentais qu'il y avait une problématique plus émotionnelle derrière le souci de dire quand il va partir. Le souci, c'était pas quand pour elle, c'était autre chose. Bon, eh bien, j'ai décidé, parce que j'avais l'impression que c'est ce qu'on me disait, de dire, écoute, je sais pas trop, j'ai donné une fourchette. Hein, et je pense que même quand on a une certitude, parce que déjà on n'est jamais sûr pour des choses aussi graves que la mort, ou pour des maladies, on donne un potentiel de risque, on met la personne on lui dit soyez prudente, faites des analyses, écoutez, allez voir ce médecin, peut-être que c'est pas grave,
Même si on peut sentir au fond de nous que c'est grave. Mais moi, en général, je n'emploie pas le mot c'est grave. Je dis, écoutez, je sais pas, mais il y a quelque chose qui peut peut-être être important. Allez voir un médecin. Voilà, parce que ça peut être une tumeur, mais ça peut être aussi un truc énorme qui n'est pas tumoral. Si on imagine un truc grave de type corporel comme ça. Et moi, je crois que là, on est au-delà de savoir si on doit dire totalement ou pas, parce que, on peut se tromper, et si on se trompe, l'information qu'on donne est grave et peut causer de graves dommages psychologiques. Et deuxièmement, si on ne se trompe pas, quel est l'intérêt de le dire si on ne met pas la personne dans un état de non-inquiétude relative pour l'accueillir? Voilà, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, je ne sais pas toi. Aussi, oui, mais voilà. moi aussi je suis tout à fait en et pourtant, accord avec... on peut ressentir des choses dramatiques, voilà. parfois. Mais j'ai eu des clientes, moi, qui m'ont dit, qui allaient voir, parce qu'ils avaient des problèmes, je sais rien, de couple ou qu'est-ce ou quoi, on m'a dit que mon mari, il allait décéder. Alors, quand il va mourir? Alors là, mais ça existe, c'est vrai, c'est vrai. Et mais je dis, mais attendez, d'abord, je ne veux pas de décès déjà dessus, mais en plus, voilà. Alors, mais c'est quand même grave, je veux dire, parce que là, les personnes, alors, il y en a certains, suivant leur histoire, qui vont être en demande en même temps, donc même si c'est affreux, parce que je trouve ça horrible, mais qui vont être dans cette demande, et d'autres personnes qui vont aller consulter, qui ne demandent rien, là, tout roule, où on va leur dire, vous allez être veuve jeune. Ah ouais? Et là, moi j'ai eu le cas de dame me dire, mais je vis plus quoi. Je vis plus. Parce que son mari n'était pas malade, ni quoi. Donc le fait de savoir qu'elle allait être veuve jeune, et ben la peur d'un accident de voiture, de trucs, de bitume, et là on vit plus quoi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, les gens vont devoir apprendre à vivre, les gens qui viennent voir un voyant, vont devoir apprendre à vivre avec des informations inhabituelles. Le simple fait que vous annonciez à quelqu'un quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ça implique la personne à apprendre à fonctionner avec ce genre d'informations. C'est-à-dire que c'est un autre mode de vie, déjà. Non, il a son libre arbitre, il reste lui. Non, mais même l'information, il faut quand même qu'il gère l'information. Il faut quand même qu'il supporte l'information. Il faut qu'il vive avec cette information. Bon. Mais ce vécu de l'information, c'est aussi la responsabilité du praticien. C'est-à-dire que la façon dont il dit, je peux annoncer quelqu'un, on peut regarder la météo le soir et l'annoncer de façon dramatique, ou on peut l'annoncer de façon à permettre à la personne de mieux se couvrir pour pas qu'elle soit amoncelée de pluie. Donc, après, j'entends, hein, mais au-delà de l'objet de l'information, il y a comment elle est dite. Et voilà, il y a l'aspect ternaire, il y a ce qu'on reçoit de quelque chose, il y a celui qui en est l'intermédiaire, et il y a celui qui le reçoit. Et je pense que, moi je pense qu'il faut bien sûr responsabiliser le client pour qu'il puisse mieux gérer l'information, mais je crois que le voyant, le praticien, s'il travaille, il a travaillé sur l'amour, sur des choses comme ça, enfin essayer de résoudre des choses par rapport à lui, il a une énorme responsabilité au niveau de l'info. Je veux dire, l'info, elle tombe pas du ciel, ou elle n'est pas dissociée de la personne qui l'a produit et de celui qui la reçoit. Enfin, ça, c'est la communication de bas étage, c'est première année de fac de communication, mais je veux dire, donc, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais on peut annoncer le même événement, mais il y a des filtres. Mais il y a un minimum de psychologie aussi. Vous ne pouvez pas annoncer. Vous allez avoir deux personnes différentes avec une personnalité qui vont recevoir l'information d'une façon tout à fait différente. À vous aussi, et c'est aux praticiens aussi qu'incombe cette responsabilité, de voir que telle personne va être beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensibilisée, et de lui amener, de lui transmettre, mais différemment justement pour qu'elle ne soit pas... Non, mais l'information, on parle bien d'information, ou d'annonce qui peut être aussi bien heureuse que malheureuse. Je veux dire, l'information n'est pas unilatéralement factuelle. Il y a l'information factuelle, c'est dont on parle, le fait négatif ou positif, voilà. Mais cette information-là, pour moi, elle est presque potentiellement n'a pas de sens, ou peut être potentiellement dangereuse ou très heureuse, selon comment on l'a dit.
Je veux dire, on peut dire quelque chose. Parfois, moi, il y a des patients qui sont venus me voir, alors j'espère l'avoir commis le moins souvent possible, mais où on leur a dit des choses banales, entre guillemets pour le commun, pas des choses graves, mais où ils ont été traumatisés. Je veux dire, on peut être traumatisé, et on peut entendre des informations dites lourdes objectivement, mais qu'on peut recevoir en ressortant en étant libéré. Pourtant, la personne, elle sort, c'était du lourd, comme on dit. Donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est pas... L'info compte, mais ce qui est encore plus important, c'est la transmission. La personne, ce que l'on transmet. Ah ben justement, c'est la façon dont la personne... Même s'il y a des infos que je me refuse à dire. J'aborde pas la mort, il y a des infos que je me refuse à dire. Non, mais le simple fait, si vous voulez, c'est... Au fond, disons les choses clairement, il y a des personnes... Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous vivons sans informations particulières sur ce qui va nous arriver. Ça, j'entends bon. bien. Donc, c'est un mode de fonctionnement mental, psychique, qui est ce qu'il est. Bon. Qui est différent de ce qu'on vit au quotidien, vous voulez dire? Oui, non, mais donc, effectivement, je parle du mode de fonctionnement des gens normaux, entre guillemets. Bon. Oui. Alors maintenant, il existe une autre humanité, si on peut dire, qui va être notre humanité atavique. C'est-à-dire que nous, on est replongé dans un mode de fonctionnement qui a peut-être été celui de nos ancêtres, qui avaient cette faculté, qui vivaient en permanence avec la conscience du futur, et ça s'est perdu. Donc effectivement, il s'agit de réactiver des facultés, non pas de prévoir, mais de vivre avec la connaissance de l'avenir. Donc je veux dire par là qu'on est obligé il y a un réajustage psychique qui va être automatiquement demandé à partir du moment où la personne va voir un voyant. Mais ce réajustage, au-delà, j'entends ce que vous dites, mais moi, dans ma définition de la voyance, ce réajustage, il va être fait si le voyant est capable de tisser des liens entre ce qu'il prévoit, puisque sur dans la définition, le voyant, il voit vers l'avenir, mais il va aussi le passé, et il voit le présent, mais il va pouvoir tisser des liens entre la réalité que la personne vit, le présent, et le futur. Une personne qui vient vivre son futur, il ne faut pas l'oublier, qui vient demander pour son futur, c'est parce qu'elle vit mal son présent. Je veux dire, c'est une banalité, mais il faut le dire. D'accord, le voyant, dans la définition classique, va bien sûr se projeter dans un potentiel matériel d'événement, qui est déjà présent dans la passé, les intentions de la personne, même si elle ne le sait pas consciemment. Mais, très clairement, le voyant, pour moi, s'il veut être un bon voyant, même s'il faisait que de l'événement... C'est pas un mimétisme, parce que le mimétisme, c'est... Un enfant entend le mot papa, le mimétisme, c'est quoi? C'est de dire papa. Mais comme on ne lui apprend pas à dire papa. Non, mais c'est pas un mimétisme intellectuel. Non, mais donc il faut qu'il trouve en lui-même, il faut qu'il se reprogramme pour être capable de trouver en lui des ressources qui sont chez l'autre et qui sont aussi chez lui mais qui n'étaient pas encore développées. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, quelque part, le fait de rencontrer un voyant, c'est initiatique. Mais le voyant a une responsabilité, je pense, dans sa façon de donner les informations, c'est ça que je veux dire. Mais ça, je pense que le voyant... Non, c'est pas... Oui. Non, c'est qu'il n'est pas banal. Non, oui, c'est bien sûr que c'est pas banal. Ce qui n'est pas banal, c'est de dire ce que je dis. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on sait parfaitement banal. Ce qui n'est pas banal, c'est de dire que le voyant éveille chez son client un besoin. Oui. Bon. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas surprenant que ce client développe ce besoin. Et que ce besoin se manifeste. Sauf que... Vous avez même des clients qui ont un potentiel de voyance aussi. Mais justement. Peut leur démontrer. Eh bien justement. Bien sûr. Qui le ressentent mais qui ont besoin d'une confirmation. Eh bien voilà. Aussi. Bien sûr. Donc ça le fait également. Voilà, c'est intéressant comme vision ça. Comme vision qu'en fait compte la personne qui vient nous voir, elle va être éveillée, elle va pas simplement, elle va se dire mais pourquoi je ne trouverais pas ça en moi? Pourquoi cette faculté qu'a cette personne-là, moi je ne l'aurais pas en moi? C'est ce que vous appelez le mimétisme. C'est qu'il y aura un mimétisme de la voyance. Moi aussi. Et de toute façon, même s'il n'y a pas de mimétisme de la voyance, il y a au moins cette idée que de toute façon, il faut que j'apprenne désormais à vivre avec des choses que je n'étais pas habitué à vivre. Ça peut arriver. Mais en même temps, je ne vois pas, parce que la clientèle qui vient consulter,
elle y va de son propre chef. Elle n'a pas un souci sur la majorité des gens qui s'en vont. Je veux dire, donc la personne doit être, moi c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne doit pas offrir un cadeau, une consultation de voyance en cadeau à la personne que l'on aime, parce que ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. Mais la personne qui vient, elle vient d'elle-même, je veux dire. Oui, et puis personne n'a dit le contraire. Voilà, donc elle doit pouvoir pouvoir entendre ce qu'on a à lui dire. Autrement, je veux dire, c'est pas... Ah oui, non, mais ça, c'est gentil de dire ça. Elle doit pouvoir entendre, mais peut-être que ça va lui demander un certain effort de vivre avec ça. Elle est peut-être pas consciente de ce que ça va représenter pour elle, voilà. Elle ne sera pas forcément consciente de ce que ça signifie. Elle ne sera pas forcément consciente du travail que ça va lui représenter. Elle dit, mais si comme ça, ils demandent quelque chose, mais ils ne savent pas ce que ça va représenter. Mais si j'entends ce que vous dites, mais si je vous disais que si le médium, il a travaillé sur lui, comme tout métier humain, qu'il est dans l'amour, et que les messages qu'il reçoit, il les reçoit parce qu'il peut les dire tels qu'il les reçoit, et lui qui n'est qu'un récepteur, et que c'est pas que le médium qui décide. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas... J'entends bien ce que vous dites, mais comment dire, l'information, si on va voir un médecin et qu'on reçoit une information qui est difficile à entendre, on va pas, je veux dire, quand elle vient me voir la personne et qu'elle s'en va, globalement, elle va pas être dans l'interrogation, ça peut arriver, mais elle va pas être dans l'interrogation, oh là là, moi aussi, si je pouvais être comme ça, nani nana, globalement, elle vient me voir parce que elle le fait pas, elle vient voir un professionnel. Si moi je vais voir un médecin, que je sors de mon médecin, je vais pas me dire en sortant, oh là là, si seulement j'ai des médecins, mais la différence, qu'on me dise ce que il y a une différence énorme. Il y a une différence énorme. Le médecin, il a un savoir. Et le voyant, c'est non, il a un pouvoir. Ah non, attendez, totalement pas. Alors, non, vous ne pouvez pas comparer un médecin, il apprend la médecine. Oui. Bon. Oui. D'accord. Le voyant, lui, il n'apprend pas la voyance. Il est voyant. Ah non, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, mais enfin, il n'a pas appris. Pas à l'université. Donc, je veux dire que n'importe qui peut, à la limite, devenir médecin. Non, mais il a cultivé. Il a cultivé. Non, ne comparez pas ce qui est incomparable. Ne comparez pas ce qui est incomparable, monsieur le commandant, s'il vous plaît. Non, mais je ne compare pas ce qui est incomparable. Alors, entre l'acquisition d'un savoir et la faculté de voyant, il n'y a aucun rapport. Non, je dis pas qu'il y a un rapport. Il y a des points communs. Je dis juste que, globalement, les gens, quand ils sortent de chez moi, je suis convaincu, et d'ailleurs ils m'en ont parfois parlé, ils ne se posent pas la question de savoir, oh là là, si seulement moi je pouvais le consulter, je pouvais avoir le même pouvoir, c'est votre terme, moi j'emploierai pas ce mot. Vous parlez du médecin ou du voyant? Non, je parle du voyant. Oui, d'accord. Ils viennent vous voir par définition, alors, il peut y avoir un truc de culte, d'admiration, de machin. Ça, je peux entendre ce genre de choses par rapport à ce domaine du merveilleux, du machin, du qu'on n'explique pas. Non, tout ça, on peut en parler. Il ne s'agit pas mais de globalement, au contraire, il s'agit pas de il s'agit de nous voir, parce que eux ne savent pas le faire, et qu'ils vont voir quelqu'un qui savent le faire. Après, que éventuellement ils sachent le faire après coup, et que ponctuellement ils se rendent compte qu'ils peuvent faire ça. Tant mieux, mais leur but du jeu, en venant nous voir, c'est pas de savoir s'ils sont voyants ou pas, ils s'en foutent. Ils viennent pas nous voir pour ça. Non, mais vous n'avez pas compris le processus. Voilà. Et le processus est beaucoup plus subtil que ça. Et bien évidemment, les choses ne se passent pas comme cela. La personne ne sait pas exactement à quoi elle s'expose, elle ne sait pas exactement comment elle va vivre ce qu'on lui donne, donc on ne dit pas qu'il sait à l'avance. Mais le résultat des courses, c'est que... Mais un médecin ne sait pas à l'avance comment on va vivre son patient, quand il va mourir du cancer. De même que par exemple, quelqu'un qui va avoir un voyant, il ne sait même pas si la personne est vraiment capable de dire quelque chose. Donc c'est le résultat de la consultation qui va le mettre devant une situation avant la situation. Elle ne sait pas si elle y va, c'est que... Elle ne sait pas ce que ça signifie, forcément. C'est le bouche à oreille et que les clients ramènent d'autres clients, c'est que quelque part, il y a quand même ça fonctionne. Ou alors tout le monde est... Non, mais elle ne sait pas exactement entre avoir entendu le voisin, avoir une voyance et recevoir soi-même la voyance. À partir du moment où une personne, un client recommande à quelqu'un d'autre, c'est qu'elle a eu du positif. C'est-à-dire que dans tous les cas, du positif ou du négatif, peu importe, mais il y a eu des résultats par rapport à ce qu'il a été. Personne ne conteste cela, madame, on ne parle pas de ça. Mais je comprends pas, là, je comprends pas. Et puis moi, je comprends pas pourquoi vous vous énervez, parce que moi, je comprends pas, là. Je suis désolée, mais je vois pas ce problème de voyance, toujours un problème, je sais pas. Non, au contraire, on est en train de dire que la voyance est quelque chose qui est naturel. Ben oui. Bon, donc c'est naturel. Donc, si quelqu'un vient voir un voyant
il s'aperçoit que certaines choses sont possibles par la voyance, il peut se dire qu'il n'y a pas de raison que lui-même n'arrive pas à cela. Non, les gens sont conditionnés à croire que c'est absolument naturel, mais ça n'est pas vrai. Vous avez des médiums de naissance, comme ils s'appellent de naissance, qui n'a aucun sens, mais peu importe. Vous avez des gens, ils le découvrent à 35 ans, il était pas avant d'un coup. Alors après on peut dire que c'est à cause de quelque chose, d'un choc, d'un machin. Il n'y a pas de règle, ça n'est pas vrai. Moi je milite constamment au niveau de mes conférences pour dire que c'est comme la danse, que c'est comme le tennis, ça s'apprend. Ça se cultive. Maintenant on vit dans une société où effectivement, comme c'est quelque chose qui n'est pas naturel parce que mis dans une étagère plus élevée ou marginale, ou que c'est quelque chose qui n'est pas du domaine du rationnel, on est dans quelque chose effectivement où la question qu'on me pose le plus souvent, mais alors vous avez un don? Et là moi je dis à la personne, vous savez cuisiner? Elle me dit oui, alors je lui dis, vous avez un don? Et elle se met à rigoler. Et elle comprend où je veux en venir. Maintenant que bien sûr dans la société, les conditionnements qu'on a, bien sûr que dans l'absolu, dans notre société, enfin relativement, ça paraît plus ésotérique, plus réservé à des initiés, plus don comme si on était né avec, alors que c'est pas vrai, que de faire de la voyance, que de faire du tennis, ou que de faire danser la salsa. Mais dans l'absolu, ça n'a aucun sens. Et dire que c'est naturel, c'est justement renforcer inconsciemment l'idée de pouvoir du voyant et de hiérarchisation qui sont faites inconsciemment par les gens quand ils vont voir le voyant qui détient dans leur esprit un pouvoir, parce que les voyants inconsciemment disent ou font passer ça parfois, parce que la société fait passer ça, et parce que on est dans le monde de l'ésotérisme. C'est pas exotérique, on est dans quelque chose qui est réservé à des initiés. C'est quelque chose qui n'est pas familier. On n'est pas dans une vulgarisation encore, ça progresse. Donc dire que c'est naturel, ça n'est pas vrai. Il y a d'ailleurs plein d'exemples contraires où il y a des gens, ils n'ont jamais fait de voyance jusqu'à 35 ans, et tout à coup, ils le sentent. Donc dire que c'est naturel, il faut aller jusqu'au bout et voir la notion d'inné et de culture, de est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on le cultive. Oui, il y a des gens qui ont cette capacité plus importante à 5 ans, à la naissance, à 10 ans. Il y en a d'autres, moi, que j'ai pu former à des pratiques comme ça, où ils n'avaient jamais rien eu. Ils n'avaient jamais même fait de rêve de leur vie. Ils n'avaient jamais même eu de rêve, d'intuition, même sous forme de rêve nocturne. Donc, maintenant, je suis d'accord avec vous que pour les gens, et parce qu'ils sont conditionnés, ils sont dans cet état d'esprit, effectivement, où c'est naturel. Où ça ne se commande pas, comme on dit. Ça, c'est vrai. Là, vous avez raison. Mais ça n'est pas, pour moi, la réalité. Et c'est une transformation, un conditionnement de la société que nous-mêmes, je crois inconsciemment, on met dans la tête des gens qu'effectivement, c'est un truc à part, quoi. C'est un truc à part. Mais c'est le cas parce qu'on est dans ce conditionnement-là. Voilà. C'est tout. Après, j'entends bien le mot naturel. Mais voilà. Bon, enfin, après, on ne va pas discuter trop longtemps sur ce point. Donc, on va recentrer sur Danila et les témoignages qu'elle nous donne. Donc, effectivement, comment se déroule alors la consultation? Vous nous l'avez déjà expliqué un petit peu. Donc, au cabinet, donc, je vous ai expliqué, la personne vient, c'est moi qui fais le tir. Voilà. Enfin, c'est la personne qui tire les cartes. Je cerne la personnalité, je fais un bilan, ensuite je regarde l'avenir et ensuite on développe tous les domaines un par un et les clients me posent toutes leurs questions. Alors justement, là vous avez parlé de ça au début, mais on n'a pas vraiment approfondi cette question. Comment vous serriez les domaines justement? Parce qu'en astrologie, on connaît, on a la maison 1, la maison 2, la maison 3. Justement, les tarots aussi, vous avez la roue astrologique. Voilà, donc c'est ça. C'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé qu'en réalité, vous aviez quand même un système. Vous avez un système. Vous avez les 12 maisons comme sur la roue astrologique. Voilà, exactement. Qui vous permettent de cibler. Parce que là, vous nous avez dit, on aborde les différents points, mais on ne savait pas exactement. Voilà, de cette façon-là. Ah oui, c'est ça. Donc vous avez là, c'est la fameuse. C'est le système des 12 maisons. Des 12 maisons de la roue astrologique. Voilà. Où vous pouvez voir la santé, où vous pouvez voir la vie professionnelle, et les dérivés, et on peut approfondir également. Oui, tout à fait. Mais tout est, je dirais, plus ou moins lié. On va parler de la numérologie aussi, où on peut servir de la numérologie, on peut... voilà. Donc, tout est quand même lié. Après, c'est un tout. C'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, voilà. Et comment on divulgue les informations. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Donc, c'est ça. Vous avez bien
la roue astrologique. J'ai la roue astrologique. Oui, c'est ça. Donc finalement, c'est qui est utilisé bien en dehors de l'astrologie. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'astrologie, vous ah non, mais ça, moi je suis pas astrologue. Voilà. Non, mais moi, vous utilisez un élément, une information. Voilà, je sais. Un mode de fonctionnement astrologique. On sait à peu près les bases de la roue astrologique. Comme on utilise la numérologie, des tirages numérologiques. Sous forme de ligne, hein. On fait une ligne sentiment, une ligne financière. Après, c'est suivant, c'est propre à chacun, on va dire. Hein. C'est quelque chose qui appartient et qui est propre à chacun. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup. Vous connaissez, vous en avez parlé avec certains de vos collègues. Il y en a quand même pas mal qui utilisent le tarot, à votre avis. Ça, c'est un savoir qui est assez répandu. Oui, le tarot, moi je donne des cours de tarot en même temps aussi, donc oui, le tarot c'est quelque chose, oui, là effectivement ça s'apprend. C'est inné, là c'est un savoir, oui, c'est voilà, une connaissance. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, il y a des voyants qui utilisent les cartes, qui sont des supports d'image pour avoir des flashs, ils n'ont jamais connu les tarots. Non, mais sur les tarots de Marseille. Quel qu'il soit. Ouais. Quel qu'il soit. Je sais pas. Bon, non, mais moi, voilà. Les cas, moi, il y a quand voilà, non, donc, ça peut être parfois qu'un support qui n'est pas du tout. Voilà, mais ça peut être un support. Moi, je sais que je m'en sers aussi comme support. C'est-à-dire que quelque part, à travers mes consultations, j'ai mon tarot qui me parle, mais j'ai pas que mon tarot, c'est-à-dire qu'en même temps, si je regarde mon tarot, comme me disent mes clients, mais on voit rien sur votre tarot. Mais voilà, ils sont en mauvais état parce que bon, c'est comme ça, ils ont un fluide en même temps, mais je veux dire, c'est tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire tout le ressenti, tout ce que je vais débiter, qui n'est pas dans la roue astrologique forcément, ou qui n'est pas dans les lames. Elle aussi, elle utilise un tarot, mais alors elle n'utilise même pas les conventions classiques du tarot. Elle utilise simplement les couleurs, enfin, d'une autre façon, alors elle tout à fait particulière de. Et vous avez quand même, quand le jugement tombe sur la maison 2, ça veut dire ceci, s'il tombe dans la maison 12, ça veut dire que c'est là, c'est quand même très précis, non? C'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas faire c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Vous avez les disposés comme ça. Oui, parce que là, au départ, on fait un démarrage et puis qu'on visionne un peu comme ça. Mais après, je sais pas comment dire. Oui, quand les médias, c'est pas comme ça. Voilà, c'est comme on le ressent à ce moment-là. Moi, je voudrais donner une image. C'est comme quand on apprend à conduire. Enfin, moi, je donne cette image, hein. Au début, on apprend pour passer les vitesses. On regarde et on se dit, alors oui, la maison 1 pour passer la première vitesse, elle est là, la maison 2, elle est là, la maison 3, puis on appuie sur la pédale au bon moment pour faire l'info. Bon. Puis à un moment donné, si on veut aller plus ou moins doucement ou plus ou moins vite pour laisser passer un message, là on est dans la voiture, on réfléchit plus. Donc on n'est pas dans la démarche intellectuelle. Quand on est, je pense, dans la voyance vraiment, hein, ou dans la médiumnité a fortiori, on n'est plus dans la démarche intellectuelle de dire en quelle vitesse je suis déjà. On ne sait même plus dans quelle vitesse on est. Voilà. Parce que vous, par exemple, Éclair, vous n'utilisez pas les significations des 12 maisons. Vous les connaissez peut-être quand même un petit peu. Oui. Vous savez que la maison 3 c'est ceci, la maison 5 c'est cela. Voilà, mais en même temps, c'est pas c'est pas le tirage le plus important, on va dire, durant la consultation. Après, il faut voir derrière. Après, je peux vous mettre 4 lames, 2 lames. Je vais dire à la personne, vous me donnez une lame. Je suis dans mon truc, voilà. Et ça, on peut pas le commander. J'en sais rien. C'est pas pour. On peut pas comment ça se passe. Voilà, on peut pas dire prochain client on va faire la même chose. Tac, tac, tac. Non, tout est différent. Mais globalement, les sujets que vous allez aborder, c'est, comme vous avez dit... En cabinet, c'est comme ça. Au téléphone, après, la clientèle, c'est différent. Vous avez des clients qui vont vous demander sur une globalité, sur du général. Et là, je vais être dedans aussi, comme un peu de cette façon-là aussi. Mais autrement, vous avez des personnes qui vont vouloir juste sur un domaine s'axer, par exemple sur le domaine sentimental ou le domaine professionnel, et que le restant ne vont pas du tout les intéresser. Donc il va falloir là voir, dire à travers ce côté professionnel ou à travers cette vie personnelle. Et les tirages sont différents. Mais est-ce que pour savoir justement qu'est-ce qui intéresse le client, il faut parler d'abord de l'ensemble et après il dit ce qui l'intéresse? Alors moi au téléphone, je travaille sur des forfaits, donc je demande si c'est une consultation générale, si c'est un domaine ou une question approfondie, suivant les personnes, ce qu'ils veulent, voilà. Donc si sur un domaine, je vais juste leur demander professionnel, sentimental, financier, ils vont me dire, à partir de là, moi je vais commencer à regarder, à voir, voilà. Je vais leur dire, moi je vois ça, ça, ça et ça. Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que ça vous passe? Ça vous parle pas? Bon, après, si ça parle, on développe et puis ils me posent leurs questions et on peut vous arriver, par exemple, de pointer un domaine
a priori la personne ne pense pas quelque chose d'important et vous allez lui dire quelque chose d'important, par exemple. Ah oui, par C'est contre, ça. oui. Donc Oui. c'est ça qui est dans le global. Oui. On ne sait jamais, elle vient pour un truc et puis autre chose qui... À derrière qui lui paraît pas intéressant et que pourtant dans l'avenir ça va être intéressant pour C'est elle. ça. Oui, vous voulez dire qu'on aborde un sujet qu'elle-même, la personne n'avait pas prévu d'aborder. Ben oui, on revient à la discussion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes qui l'ont amené et puis peut-être que finalement en réalité c'est autre chose qui va être intéressant. Vous savez, ça c'est intéressant, mais je pense que c'est pas inhérent, c'est inhérent au partage entre clients, praticiens, on va dire, et clients, consultants. Mais moi, je crois que je peux comprendre, je ne sais pas si c'est le danger que vous pointez ou le fait qu'en tout cas ce soit imprévu et qu'il faille gérer comment la personne va le recevoir. Je ne sais pas si c'est ça, mais quand vous allez voir, je donne cet exemple-là, et moi j'ai fait ce travail-là personnel et je continue à le faire ponctuellement. Quand vous faites une analyse, par exemple, quand vous travaillez sur vous, vous y allez avec une question, avec un thème. Il peut arriver que quelque chose que vous n'aviez pas prévu sorte, Oui. qui soit pointé par l'autre ou induit, ou par vous-même, alors que pas du tout. Est-ce que pour autant c'est dangereux ou pas? Non. Ce qui est dangereux, c'est si effectivement le rapport d'échange et le positionnement du praticien en face fait qu'il y a un pouvoir, ou fait que il y a quelque chose où le consultant n'est plus... qui a un mauvais positionnement, voilà, dans l'échange. Mais le fait de parler de ça par rapport à la voyance, c'est une tarte à la crème dans tous les trucs de psy. Je veux dire, combien de fois on peut aller voir quelqu'un pour une chose et finalement on en aborde une autre. Je veux dire, je comprends que ce puisse être un souci, mais c'est quelque chose de banal dans le travail, je dirais, de transfert dans un travail relationnel entre praticien et patient, il me semble. Hein. Enfin, voilà. Mais après, que ça puisse effectivement se manifester aussi dans la voyance et que ça crée une interrogation, je vous comprends, mais pour moi c'est banal. C'est une banalité du rapport entre un praticien et un client. Quel que soit ce qu'on dit, que ce soit un astrologue, que ce soit un coach, enfin je ne veux pas parler à la place, que ce soit un psy, il y a parfois ce truc de surprise qui peut surgir dans l'échange, qui n'a rien à voir avec ce pourquoi je suis venu. Mais après, il y a des recoupements, des fois. Oui. Donc je vois là que vous êtes... donc comment s'articule, pour terminer notre entretien, à un moment donné, donc par exemple, parce que le magnétisme... Bon, moi j'essaie toujours de connecter. Je ne comprends pas magnétisme et voyance. Ce sont pas des ça va pas en même temps, ça se fait pas dans la même consultation. Non, ce sont des rendez-vous tout à fait à part. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer des connexions, c'est souhaitable de voir des connexions quand même entre les choses, il n'y a pas forcément des cloisonnements entre les domaines. Une séance de voyance demande de l'énergie, Voilà. et du magnétisme, il faut l'énergie. Oui. Donc, moi, le magnétisme, bien souvent, je le fais le matin. Je prends mes rendez-vous de consultation de voyance au cabinet l'après-midi. Voilà. Mais parce que si j'arrive et que je suis complètement crevée, je veux dire que c'est pas nécessaire non plus. Donc c'est pas le but à mener. Donc le matin, en principe, tout ce qui est magnétisme, je le prends le matin. Alors on peut dire que d'une certaine manière, dans la voyance, on est dans un état, disons, de passivité, voyant... On n'est pas du tout dans le même domaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, On intervient, voyance, c'est actif, passif, on c'est va, actif, passif. et je ne veux pas mêler là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me consulter pour un zona ou caisse ou quoi, je ne vais pas rentrer dans sa vie. Et à rigueur, je ne m'y autorise pas. Je suis là pour soigner son zona, point, voilà, c'est tout. Après, si la personne veut venir me voir en consultation plus tard, elle reprend un rendez-vous plus tard, mais moi, dans tous les cas, là-dedans, j'y suis pas. Oui, d'accord. Je suis là pour soigner. Oui, c'est très complémentaire, effectivement. Je crois que c'est vous avez les deux énergies en alternance. Vous intervenez sur le physique et l'autre. Mais effectivement, il peut y avoir des voyances qui ont rapport avec la maladie, avec voilà. Avec, Et puis moi je pense que quelqu'un qu'on peut, parce que bon, moi ça c'est mon expérience, hein, comme la maladie pour moi n'est pas que physique, est un dérèglement spirituel, émotionnel, etc. Si on aide quelqu'un en voyance, même si on ne peut absolument pas parler de la maladie, de son problème physique, mais on peut aussi l'aborder, va influer consciemment ou pas, mais directement, ou approfondir, améliorer
le soin énergétique, magnétique, électrique, peu importe, qu'on fait. Donc moi je pense que c'est complémentaire parce que ça se renforce dans le résultat potentiellement positif. Après, sur un plan rationnel, il n'y a pas de lien rationnellement entre un zona qu'on soigne et une personne qui va venir par exemple pour un problème affectif. Mais comme les problèmes de peau sont des problèmes souvent affectifs et de territoire, problème de sensibilité, d'émotion, donc quelque part... Donc pour ça que pour moi... tout est lié, c'est vrai que tout est lié quand on regarde bien. Mais après, après c'est à petite dose, voilà. Il faut cibler. Et c'est pareil, ça, le magnétisme, en aucun cas, je m'autoriserai à ce que la patiente ou caisse de lui interdire des médicaments ou des traitements. Ça, le magnétisme, ça n'a rien à voir, c'est pareil. Mais il faut bien faire la différence parce que on est quand même dans un monde où, justement, il y a du tout et du n'importe quoi et que, de par ce fait, tout est mélangé aussi. Donc, il faut à chaque fois redire, voilà, parce que les clients arrivent à être conditionnés des fois. Moi, je vois conditionner, hein. C'est-à-dire que, même sur la voyance, ils téléphonent en demandant, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait de la magie? Non, j'en fais pas. J'en fais pas. Oui, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un? Non, je connais pas. Mais à la rigueur, on leur dit, mais attention à qui vous vous adressez, parce que quand même, là, bon, ça peut être bon, mais il faut faire attention à qui vous vous adressez. Et non, ils vont y retourner. Et ces mêmes gens-là, après, vont revenir 2-3 ans en disant, mais malheur de malheur, je me suis fait arnaquer, on m'a pris tous mes sous, voilà. Mais je veux dire que, et tout est mélangé. Et à la télé, quand on regarde les émissions de télé, ça, ils s'en servent. C'est-à-dire que les voyants, médiums, on est tous dans la même catégorie. C'est-à-dire que quelque part, on a du mal à faire comprendre qu'on n'est pas là. Moi, je ne le fais pas. Bon, bien évidemment, on en vit, on est professionnel, il faut bien qu'on en vive, on est comme tout le monde, il faut qu'on... En même temps, pour démarrer, je l'ai fait gratuitement. Je peux vous dire que ça rapporte rien du tout. Dans le sens où c'est la clientèle, j'ai la sensation, moi, que la clientèle vous prend plus pour quelqu'un qui pipote, comme ça, mais pas quelqu'un de sérieux. Et c'est vrai, moi, je l'ai testé, ça, en plus, hein, que... Bon, mais... C'est vrai que c'est pas en accord, logiquement on donne, c'est pas en accord avec un aspect matériel. Mais en même temps, on est comme tout le monde, il faut qu'on bosse, on a des charges à payer, il faut qu'on... Voilà, donc c'est sûr que... Alors, on n'est pas tous des charlatans. On ne vous a pas beaucoup entendu. Vous avez quelque chose à nous dire pour terminer cette journée quand même qui est assez longue. On a commencé à 14h. Vous qui êtes un petit peu extérieur, parce que vous n'êtes pas ni voyante, ni magnétiseuse. Si, je fais du magnétisme aussi. Ah oui, on ne savait pas, excusez-moi. Oui, non, au contraire, c'est quelque chose qui est très développé dans mon activité. Ah, ben, vous avez un point commun alors. Ah oui. Oui, et donc moi en tant que coach, thérapeute, il m'arrive aussi de passer par le corps. Oui, il n'y a pas un cloisonnement entre le corps et l'esprit de toute façon. Non, surtout pas, au contraire. Au contraire, l'important c'est de créer le lien entre le corps et l'esprit. C'est comme ça qu'on évolue. Donc vous connecteriez éventuellement la voyance avec le magnétisme par certains côtés? Non. Ce sont deux choses différentes. Il faut savoir pourquoi on voit une personne. Moi-même, quand je travaille, je ne fais pas de voyance en soi, mais quand j'ai un rendez-vous avec une personne pour travailler sur son corps, je travaille sur son corps. Quand j'ai un rendez-vous pour travailler en coaching, je travaille en coaching, mais je ne fais pas les deux choses en même temps. Et vous, on ne vous a pas non plus beaucoup entendu J'écoute. Oui. Non, mais je veux dire. J'ai parlé tout à l'heure. Oui, je sais, mais est-ce que vous avez. J'aimerais bien que vous ajoutiez, après tout, Daniela est intervenue dans votre interview, dans votre entretien. Non, mais moi on se rejoint de toute façon dans les mêmes observations sur notre métier, sur les personnes, sur le client, sur la société telle qu'elle nous perçoit. Les rendus qu'il y a malheureusement à la télé, ça par contre c'est vrai. Bon, il commence à y avoir des émissions intéressantes comme la grande soirée du paranormal sur Direct 8, où là où il y a quand même des professionnels comme le docteur Charbonnier qui est intervenu en disant que la place des médiums était à l'hôpital pour aider à faire des deuils. Il y a quand même des choses comme ça qui voilà, il y a quand même du progrès. Mais il y a quand même des émissions, je
pas être gentil, comme de Chavannes, où le voyant est un saltimbanque, quoi, qu'il faut ridiculiser en lui faisant trouver une capote dans une enveloppe. C'est très marrant. Voilà. Donc c'est voilà, ça c'est ce genre de choses. L'audition. Voilà, faut faire de l'audimat. Voilà. Et après on a assimilé effectivement des fois. Alors on avait posé une dernière question tout à l'heure. Alors qu'est-ce que vous pensez de la déontologie? Alors vous pensez que, on avait dit, comment est-ce qu'on peut avancer dans l'amélioration des conditions de travail, des conditions d'exercice? Est-ce qu'il y a des règles à poser ou des choses à faire signer aux gens? Comment est-ce qu'on peut moraliser la profession? Parce que c'est à l'ordre du jour actuellement, un peu partout. Justement, donc déjà aussi par rapport à la clientèle, de toujours prévenir, de pas que, je sais pas moi, de pas tomber dans une dépendance déjà, de bien différencier la déontologie. Il y a des règlements aussi, de pas prendre des sommes astronomiques non plus. Il faut tomber dans, et puis peut-être ne pas s'autoriser à dire effectivement des choses comme les décès ou autres, parce qu'à la finale, il y a aussi une chose, c'est qu'on peut se tromper aussi. Oui, vous avez raison. Donc, et ça, il faut toujours le garder en mémoire, c'est-à-dire annoncer quelque chose de grave. Bon, c'est difficile, mais si c'est vrai à la rigueur, bon. Mais si ça ne l'est pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que la personne puisse vivre avec ça. Et on n'a pas le droit de s'autoriser, à bloquer une vie d'une personne, je dirais, parce que quelque part on peut le faire. Mais c'est presque inévitable, d'une certaine manière. À partir du moment où on dit quelque chose à quelqu'un, il prétend au nom d'un certain savoir ou pouvoir, on a dit des choses à quelqu'un, automatiquement cette personne, elle va avoir à s'ajuster, comme on dit. Je crois qu'il y a dire ou ne pas dire, et il y a façon de dire et de ne pas dire. Voilà. Maintenant, moi je suis entièrement d'accord par rapport au deuil. L'exemple que j'avais donné, moi, par rapport à cette amie à qui je lui avais fait ce demi-mensonge, elle était après coup venue me remercier, alors qu'elle m'avait dit je serais capable d'entendre, dis-moi tout. Et j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je lui dise la vérité, mais en diluant l'espace-temps. J'ai volontairement, bon là il faut dire qu'elle est venue me poser la question sur le décès, volontairement, et que j'ai accepté d'y répondre. Bon, maintenant, si ça venait et que la personne ne me parle pas du tout de quelque chose comme ça, je crois qu'il y a à la fois le fait qu'on peut se tromper, mais surtout, moi je me pose toujours une question dans ma tête, enfin, après c'est plus automatique, je ne me la pose pas comme ça intellectuellement, mais c'est quel intérêt pour la personne? Parce qu'au-delà de l'info prévisionnelle, quel est l'intérêt? Si l'intérêt c'est qu'elle puisse mieux s'y préparer parce que dans son contexte de vie, de ce que je sens, ça parle. Mais si c'est juste un argument en plus, et c'est pas facile de discerner même quand on croit être dans un amour relatif, est-ce que c'est pas juste mon ego qui est content d'annoncer un truc aussi important? Non, même si on essaie tous de ne pas l'être, je veux dire, mais bon, mais il faut en parler, c'est vrai, hein, moi j'ai pas honte de parler de ces choses-là, c'est très tentant, même quand on se dit être dans l'amour et qu'on pense l'être au maximum, de se dire, tiens, ah ouais, je vais le dire, ça c'est une sacrée info. Consciemment, on ne se dit pas dans l'idée de dire consciemment, je veux le dire parce que... Mais bon, c'est plus... On se dit, on pourrait se dire, tiens, pourquoi je vais cacher une information de cette importance? Mais qu'est-ce que j'en sais que c'est très important? Est-ce que c'est pas mieux que la personne ne le sache pas? Et parfois, il faut se taire et mettre son ego dans sa poche, je pense, de temps en temps, exceptionnellement. Voilà. Et quand on n'est pas sûr si ça va arranger la personne dans son évolution, un, parce qu'on peut se tromper, et deux, parce que qu'est-ce qu'elle va en retirer? D'accord, mettons, je ne me trompe pas. Elle le sait, et puis après. Voilà, et puis après. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce que ça va la faire avancer? Voilà. Donc moi, dans le doute, je m'abstiens. Dans le doute, moi, je m'abstiens. Voilà. C'est la sagesse, ça. Comment? C'est la sagesse. Je sais pas. Peut-être parce que quand j'étais plus jeune, je me suis moins abstenu. Et que j'ai commencé plus jeune. On joue un peu avec le feu, quand même. Ben oui. Oui. La sagesse, c'est aussi le phénix qui se brûle en voulant aller trop près du soleil. Le feu des Vestales. Parce que près du soleil, il y a quelque chose qui brille. Alors je vois un événement qui brille, mort, c'est brillant, c'est beau, un truc énorme, et je veux me rapprocher du soleil. Et puis on se brûle. Et on brûle l'autre. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour demander des informations,
mais parfois ils en reçoivent plus que ce qu'ils attendaient. Mais ça c'est C'est ça sûr. le problème. Ah mais le voyant, c'est c'est-à-dire ça. qu'il y a une demande, mais cette demande, elle n'est pas forcément illimitée. Oui. Imaginez quelqu'un qui vient vous voir en disant oui, je voudrais que vous me disiez des choses sur mon avenir, et puis alors vous arrivez à lui donner des choses d'une telle précision qui vont bien au-delà de sa demande. Oui. Donc en jouant sur les mots, on lui dit vous voulez quelque chose, voilà. Mais en réalité, il fallait rester dans une certaine mesure sur ce qu'on pouvait, sur la quantité et la qualité des informations qu'on Ça pouvait donner, peut même arriver si dans elle avait d'autres fait la demande. Elle avait fait la demande, mais elle ne savait pas exactement à quoi elle s'exposait en faisant cette demande. C'est ça que je voulais dire. Mais ça peut parfois arriver dans d'autres domaines, pardon, hein, bon, vous allez me dire que c'est différent. Il peut arriver qu'on fasse des prises de sang Et que des médecins vous disent quelque chose que vous n'attendiez pas du tout.